Bonjour à tous, content de vous revoir sur la chaîne Ça vole pas haut. Moi c'est Arnaud et aujourd'hui on va parler de photographie au drone. Peu importe le drone que vous avez, si vous avez un mode photo, les réglages seront globalement similaires. Je vous rappelle les principes de base de la photo, qui ressemblent beaucoup à ceux de la vidéo, sans pour être autant tout à fait similaires. Sachez aussi que ces quelques rappels sont valables avec tout autre appareil photo. Alors, ce sera un appareil photo classique, réflexe, hybride, compact, mais aussi les smartphones. Tous les réglages de base dont je vais vous parler là seront applicables à ce type d'appareil également. D'abord, le premier conseil pour toute photo, mais en particulier avec le drone, ne vous pressez pas pour prendre votre photo. N'ayez pas peur de la batterie, n'ayez pas peur du rush que ça implique. C'est pas grave, de toute façon, la plupart du temps avec nos drones, on a quand même un peu de temps devant nous, on peut prendre le temps de cadrer, de vérifier nos réglages, puis de prendre la photo. Il faut garder en tête les trois réglages d'un appareil photo et de celui de votre drone également. On a d'abord l'ouverture, ensuite nous avons la vitesse d'obturation et ensuite nous avons les ISO. On va prendre une analogie pour essayer de bien comprendre comment fonctionnent ces trois paramètres. On va prendre un seau qu'on va vouloir remplir d'eau. Vous l'aurez compris, pour remplir le seau d'eau, il nous faut un tuyau. Quand le seau d'eau est complètement rempli, ça veut dire que la photo est bien exposée. Si le seau n'est pas rempli totalement, c'est qu'on est sous-exposé, une image noire. Si le seau est trop rempli, ça déborde et on a une image blanche. Il y a beaucoup trop de lumière pour l'image. Le seau va représenter notre capteur, l'ouverture sera représentée par la taille du tuyau, par le diamètre du tuyau, et enfin les ISO seront représentés par la taille du seau lui-même. Grâce à cette analogie, on voit que pour remplir le seau, si on met un gros tuyau, donc pour nous une ouverture comme un 4, un 7, un 8, le seau va se remplir très rapidement. Donc la vitesse devra être courte, quelque chose comme un 500e de seconde, un millième, un 2 millième, voire plus encore. Donc plus le diamètre du tuyau sera grand, plus la vitesse sera courte. Donc ça veut dire qu'on va allumer et éteindre notre robinet d'eau rapidement. Au contraire, si on a un diamètre de tuyau qui est tout petit et qu'on a un seau à remplir quand même assez conséquent, ce que ça signifie, c'est qu'on va être obligé de laisser l'eau couler longtemps. Sur certains drones, vous allez avoir une ouverture constante. Si je prends l'exemple du Mini 3 Pro ou du Mini 3, l'ouverture est de 1,7. C'est une ouverture qu'on ne peut pas changer. Pour l'ouverture, le chiffre, en fait, c'est une fraction. Donc si on dit f1,7, 1,7, ça veut dire que c'est ouvert en grand. Au contraire, si on dit f11, c'est une petite ouverture. Ça veut dire que le diaphragme va être fermé. Maintenant parlons des ISO. Les ISO, c'est la sensibilité du capteur. Finalement, dans notre analogie, ça va être la taille du seau. Pour un même réglage d'ouverture et de vitesse, si vous augmentez les ISO, vous allez rendre votre capteur plus sensible. Dans notre analogie, ça reviendrait à diminuer la taille du seau. Il va être rempli plus vite, il va en avoir ras bord beaucoup plus vite. On pourrait se dire que c'est la solution miraculeuse pour nous sortir du pétrin quand on est en basse lumière. Mais attention, parce qu'en fait, les ISO viennent avec un souci supplémentaire qui s'appelle le bruit, surtout quand on augmente nos ISO à des hautes valeurs. Le mieux est toujours de rester à l'ISO le plus bas possible, l'ISO natif le plus bas possible. Les réglages de base pour prendre une bonne photo, ça va déjà être de passer en RAW. Qu'est-ce que c'est le format RAW? C'est un format d'image qui est binaire, qui est directement issu du capteur, avec beaucoup plus d'informations que des images en JPEG. Pourquoi les images en JPEG ont-elles moins d'informations? Tout simplement parce que c'est un format d'image qui est compressé. Qui dit compressé dit qu'il y aura eu des choix algorithmiques faits pour que l'image soit la moins lourde possible. Nous, quand on sera en retouche, quand on va augmenter la luminosité par exemple, on va augmenter ces différences. Résultat, on aura une image dégradée de mauvaise qualité. Un RAW, pour sa part, est complètement plat. Quand on regarde un RAW de base, il est pas beau, il est vraiment pas beau. Il est presque laiteux et c'est à nous de venir faire les réglages de contraste, de luminosité, de saturation, etc. pour obtenir l'image qu'on veut vraiment. Si vous avez la possibilité de faire vos photos au format 4/3, faites-le en 4/3, et non pas en 16/9 par exemple. Pourquoi? Parce que le capteur, lui, le format du capteur, c'est du 4/3. Donc, si vous faites une photo en 4/3, vous allez avoir l'intégralité de l'information, de ce que voit le drone, directement dans la photo. Si vous le faites en 16/9, il va cropper. Donc là, vous voyez que le capteur, il est au format 4/3. Si on demande un format 16/9, physiquement, le capteur, il n'est pas en 16/9. Donc le logiciel du drone
il va venir couper en haut et en bas et on perd de l'information. C'est un petit peu dommage dans la mesure où on pourrait avoir besoin de recadrer à un moment ou à un autre. Si vous avez besoin de faire une image en 16/9, pas de souci, faites-la en 4/3 et venez modifier votre format après coup. Bien, maintenant qu'on est bien réglé, passez votre drone en mode manuel. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir les valeurs d'ouverture, de vitesse et d'ISO. Comme je le disais tout à l'heure, certains drones ne vous permettront pas de modifier l'ouverture, mais vous aurez au moins la main sur la vitesse et les ISO. Pourquoi se mettre en manuel et ne pas laisser le mode automatique? Attention, certains drones vont parler d'automatique et de pro, le mode pro. La différence vient du fait que le mode automatique va produire un JPEG, alors que le mode pro va produire un JPEG et un RAW, ou juste un RAW. Même en mode pro, vous allez pouvoir appuyer sur les boutons d'automatisme. Donc en fait, on se retrouve avec un mode automatique qui produit un RAW. Quel est l'intérêt du coup de choisir soi-même son ouverture et sa vitesse et ses ISO? Tout simplement parce que le mode automatique, il est bête et méchant. Il va essayer d'harmoniser l'exposition pour avoir une moyenne de gris. C'est un gris à 18%. Pour lui, si une photo, globalement, toutes les luminances de l'image sont à 18%, c'est qu'on est bien exposé. Mais alors, si vous avez un ciel extrêmement lumineux et un sol qui est beaucoup plus sombre, il va privilégier finalement le ciel par rapport au sol et vous allez avoir un sol très sombre. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir régler finement ce que vous voulez mettre en avant. Un petit mot sur l'utilisation des filtres. On a deux types de filtres qui sont très utilisés en photo et vidéo, qui sont les filtres ND et les filtres polarisants. Concernant les filtres ND, pour la vidéo, c'est quasiment un indispensable si vous voulez avoir une cadence d'image qui produise un effet cinéma. Mais pour la photo, l'utilisation d'un filtre ND va dépendre de votre drone. Si vous avez un drone qui vous permet de régler l'ouverture ainsi que la vitesse, vous n'en aurez jamais besoin. Par contre, si votre drone ne vous permet pas de régler l'ouverture, comme c'est le cas par exemple du Mini 3 et du Mini 3 Pro, vous en aurez peut-être besoin en cas de fort ensoleillement. En effet, en cas de forte lumière, on arrive rapidement à la limite d'obturation du Mini 3 ou du Mini 3 Pro. Dans ce cas-là, c'est intéressant de mettre un filtre ND pour justement pouvoir baisser un petit peu cette vitesse d'obturation et récupérer quelque chose de correct. Pour les drones qui savent gérer l'ouverture, on n'en aura pas besoin. Justement, on aura la possibilité de fermer un petit peu le diaphragme pour réduire la quantité de lumière qui vient frapper le capteur. Alors fermer l'ouverture, c'est bien, c'est pas forcément ce que vous voudrez. Donc ça va aussi limiter votre flou de profondeur de champ. En drone, on n'a pas souvent ce cas. C'est quand même beaucoup plus valable pour des appareils photo au sol, sur lesquels on va essayer de mettre un maximum de premier plan et d'arrière-plan sur notre sujet. Là, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir du flou, de profondeur, mais pour un drone, on n'a pas forcément besoin de ce flou d'avant-plan et de premier plan. Si vraiment vous le voulez parce que c'est un choix artistique de votre part, là, il sera peut-être intéressant de prendre un filtre ND justement pour pouvoir récupérer une grande ouverture. Les filtres polarisants vont vous permettre de saturer un petit peu la lumière et de surtout supprimer les reflets. Les reflets dans l'eau, les reflets sur les vitres, c'est très intéressant, ça produit des très belles photos. Par contre, il faut qu'ils soient évidemment de qualité, un petit peu comme le filtre ND, il faut que ça soit de bonne qualité, sinon ça va vous ajouter une teinte qui va être pas forcément facile à récupérer même en post-production. Un filtre polarisant est dit circulaire. Pourquoi? Parce qu'on peut le tourner pour obtenir un effet plus ou moins accentué. Vous me voyez venir, quand on est en l'air avec le drone, et selon l'orientation que le drone a pris, le réglage va être différent. Ça signifie qu'il va falloir régler le drone en plusieurs étapes. Donc, vous allez grimper avec un réglage, vous allez redescendre, re-régler votre filtre polarisant, remonter pour vérifier si c'est bon, et recommencer ça plusieurs fois si nécessaire. C'est un petit peu contraignant, mais quand vous voulez votre photo parfaite, vous allez le faire et vous aurez le temps de le faire. Mais il faut savoir qu'en retournant votre drone, par exemple de 180 degrés, le réglage qui aura été bon d'un côté sera complètement faussé de l'autre côté. Pour conclure sur les filtres, qu'ils soient ND ou polarisants, ils ne sont pas indispensables, mais ils vont vous aider à faire la photo que vous aurez choisie avec les réglages que vous aurez choisis. Donc on est sur le lieu où on veut prendre notre photo. La première chose à vérifier, ça va être notre format de fichier. Le format là, pour l'instant, il est en JPEG et on sait que c'est pas forcément l'idéal. Donc on va aller le changer en JPEG plus RAW. Une fois qu'on a changé ça, on va aller voir notre mode de prise de vue. Notre mode de prise de vue aujourd'hui, il est en auto. Et on va donc le mettre en Pro. Les réglages pour le Pro, ici on voit qu'ils sont pas bons.
tout est cramé, toutes les bandes, les stries noires que vous voyez, ça veut dire que l'image est trop blanche. Donc pour compenser ça, on va aller modifier nos paramètres d'exposition. Je suis sur un Mini 3 Pro, donc mon ouverture qui est notée ici f1.7, elle est fixe, je ne peux pas la bouger. Par contre, je peux agir sur les ISO et sur la vitesse d'obturation. Donc quand j'ouvre ce menu, je vois que je suis déjà au ISO minimaux et l'obturateur il est à 1 centième, donc ça veut dire qu'il est trop lent. Donc on va aller l'augmenter un petit peu et on va retrouver du détail un petit peu sur le sujet. Le ciel par contre, lui, il est cramé. Bon, alors pour décramer un ciel, il n'y a pas 36 solutions, on va encore augmenter notre vitesse jusqu'à retrouver un peu de détail dans le ciel. Vous voyez tout de suite que ça implique un obscurcissement du sujet. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc moi je vais le laisser faire en auto. Donc il va me choisir 1 millième. Je me remets en obturateur normal, et 1 millième, oui, c'est pas mal. Je vais prendre ma photo. En retouche, je pourrais aller plus loin. On a ce phénomène de grande dynamique, surtout au drone, parce que souvent on aura le ciel très exposé, et encore, vous voyez, il fait pas beau. Hein. Mais on aura le ciel très exposé et le sol qui sera sous-exposé. C'est compliqué d'avoir les deux d'une bonne manière. Il existe un autre moyen. En allant dans les menus ici et en choisissant le mode AEB, on va pouvoir faire un bracketing d'exposition automatique. Qu'est-ce que ça veut dire un bracketing d'exposition automatique? Ça veut dire que le drone automatiquement va prendre 3 ou 5 photos pour avoir une large gamme de luminosité et une par photo. Ce qui fait qu'après, au niveau de la fusion pendant la retouche, ça va simplifier nettement les choses. Si on teste comme ça, je lance, il en a fait 5 d'un coup. On a le mode AEB, automatiquement il a fusionné. On peut voir qu'il a une grande dynamique, le ciel n'est pas cramé, le sol n'est pas sous-exposé. Et là, on est bon. L'avantage d'un drone, c'est quand même de prendre des photos à partir d'un point où on ne pourrait pas le faire du sol. C'est l'air bête, hein, dit comme ça, mais c'est ça qui est le plus important finalement. C'est de sortir des photos qu'on est incapable de faire au sol avec un appareil photo, somme toute plus performant. Bien, nous sommes toujours sur notre lieu de prise de photos. Je voulais vous montrer autre chose avec le Mavic 3 classique. Là, on est dans une configuration complètement à la verticale et je voulais vous montrer un petit peu les réglages qu'on peut avoir avec l'ouverture. Donc là, l'ouverture, elle est à f9, et donc 1/20 de seconde. À 1/20 de seconde, ça veut dire que la photo est très lente, entre guillemets. Ça va être très utile, pas du tout dans notre cas ici, mais ça va être très utile, par exemple, si vous êtes devant une cascade. Et bien cette cascade, si vous voulez un effet laiteux de l'eau, et non pas un effet figé. Il va falloir être lent à la prise de photo. Et qui dit être lent à la prise de photo, dit fermer l'ouverture un petit peu. Donc pour fermer l'ouverture, c'est ici, on va choisir une ouverture, une petite ouverture, pardon, avec une vitesse lente. Et on va aller jusqu'à ce qu'on voit les stries, voilà, donc là on n'est pas trop mal. Et ici on voit que je vais photographier à 1/12 de seconde. Clac. Ici, ça n'a absolument aucun sens, mais pour une cascade, ça va vous donner un bel effet, par exemple. Ou de l'eau, un ruisseau, quelque chose comme ça. Autre chose ici, eh bien, c'est la composition. Ici, on est à la verticale, et ma composition, elle est sur les lignes de force. On voit que mon château qui est en dessous, il est sur une de mes lignes de force, et on est sur la ligne de force en bas à droite. Alors les lignes de force, c'est quoi? C'est les séparations que vous voyez sur l'écran, qui permettent de ne pas trop centrer le sujet, ça donne un peu plus de dynamique à l'image. Les points, qui sont à l'intersection des lignes, sont des points de force, et ces points de force là, c'est bien d'avoir quelque chose dessus, au moins sur un, pour donner une direction à l'image. Pour conclure avec cette vidéo, déjà merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, je sais qu'elle est longue, mais il y a énormément de choses à dire en photo. Premier point clé, prenez votre temps. Vous avez des packs, des batteries aujourd'hui qui durent relativement longtemps. Sur la plupart des drones, vous avez le temps de monter tranquillement, de faire vos réglages, éventuellement redescendre si vous avez des filtres, prendre le temps de composer votre image, de prendre le temps de faire vos réglages correctement et de shooter. Deuxième point, prenez le temps de regarder tous les réglages dont dispose votre drone. D'un drone à l'autre, on va avoir des réglages qui diffèrent et des options qui peuvent être intéressantes, des automatismes qui peuvent être intéressants, comme l'AEB par exemple, qui va vous permettre de faire du HDR. Et enfin, une dernière chose, n'ayez pas peur des retouches photos. Ça demande un petit temps d'apprentissage, mais ça n'est pas si long que ça, et ça va vous apporter beaucoup en photo.